le 1er juin 2017, le président Donald Trump annonce le retrait des États-Unis de l'accord de Paris. Le monde retient alors son souffle quant à l'avenir de cet accord international qui doit nous mettre sur la voie d'un réchauffement maximum de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Les yeux se tournent alors vers la Chine, le plus grand émetteur de gaz à effet de serre du monde. Elle représente en effet à elle seule un quart des émissions mondiales, une part colossale, incontournable dans la lutte contre le changement climatique. En affirmant que la Chine respectera ses engagements, Xi Jinping sauve en quelque sorte l'accord de Paris. Mais cette annonce met en évidence certains paradoxes. Pendant des années, on a pu entendre que la Chine ruinait les efforts sur le climat, que sa croissance impressionnante n'était pas près de s'arrêter et qu'elle s'accompagnerait inévitablement de fortes hausses des émissions. De fait, elle est le premier consommateur mondial de charbon, et de loin. Aujourd'hui encore, la Chine ouvre l'équivalent d'une nouvelle centrale à charbon tous les 15 jours. Mais la Chine est aussi la championne mondiale des technologies bas carbone, comme les véhicules électriques, les éoliennes ou encore les panneaux solaires, que ce soit pour leur production ou pour leur installation. Alors comment expliquer ce paradoxe, et que peut-on attendre de la Chine en matière de lutte contre le changement climatique ? Pour comprendre pourquoi la Chine consomme autant de charbon, il faut revenir un peu en arrière. Dans les années 80, sous Deng Xiaoping, la priorité était plutôt au rattrapage économique de la Chine. Le modèle de développement, inspiré de celui de l'URSS, est alors fortement basé sur l'industrie, et en particulier l'industrie lourde, très gourmande en énergie. La Chine développe fortement les cimenteries et la production d'acier, aussi bien pour sa demande domestique que pour l'export. Ces décennies marquent également une urbanisation croissante. Entre 1990 et 2016, le taux d'urbanisation est passé de 26 à 57%. Qui dit urbanisation, dit infrastructure, transport et nouveaux modes de vie plus énergivores. Résultat, le PIB de la Chine a été multiplié par 50 depuis les années 80, et la consommation énergétique, elle, a été multipliée par 9. Et cette consommation est essentiellement assurée par le charbon. Et la place du charbon, il y a plusieurs raisons à ça. Il faut se rappeler l'histoire du siècle dernier, avec des relations internationales entre la Chine et les pays occidentaux, c'est difficile. Et donc avec des objectifs en matière de sécurité énergétique et de sécurité alimentaire extrêmement importants. Le pays s'est d'abord tourné vers l'énergie disponible sur son territoire. Le charbon est en effet une source d'énergie abondamment présente sur le territoire chinois, au contraire du gaz et du pétrole. La Chine concentre plus d'1/5 des réserves avérées de charbon au niveau mondial. C'est une ressource peu chère, aisément disponible, qui répond bien à la volonté du pouvoir de garantir une certaine indépendance énergétique. Encore en 2020, le charbon constituait 63,3% du mix électrique. Or, le charbon émet en moyenne 820 grammes d'équivalent CO2 par mégawattheure, contre 490 pour le gaz, 41 pour le solaire ou encore 12 pour le nucléaire. On comprend mieux alors l'explosion des émissions de la Chine. Rappelons aussi que ces fortes émissions s'expliquent par le gigantisme de la Chine. Avec 21 fois plus d'habitants que la France en 2023, on comprend rapidement que les échelles ne sont pas les mêmes. La croissance de l'industrie vient à un coût, celui de la pollution. En plus de la dégradation de la qualité de l'eau, des sols ou encore de l'impact des pluies acides sur les rendements agricoles, c'est surtout la qualité de l'air qui commence à inquiéter. Plusieurs lois sont prises dans les années 2000 pour améliorer la situation environnementale, mais en 2013, le problème prend une nouvelle ampleur. Ces images ont fait le tour du monde. Un épais smog s'abat sur plusieurs grandes villes chinoises, avec des conséquences sanitaires importantes. C'est le pic d'une pollution responsable de 1 million de morts par an. Dans l'urgence, la Chine réagit avec des mesures locales pour améliorer la qualité de l'air, comme des fermetures temporaires d'usines. Mais cela ne fonctionne qu'à court terme et cela perturbe le bon fonctionnement de la société chinoise. Il faut alors des mesures plus pérennes. Or, dans le même temps, se développe en Chine un nouveau type d'industrie. La Chine, depuis une quinzaine d'années, déclare très régulièrement qu'elle souhaite s'affranchir un petit peu de l'industrie lourde et aller vers ce qu'ils appellent remonter la chaîne de valeur, aller vers plutôt de la production à forte valeur ajoutée. Clairement, les technologies bas carbone s'inscrivent dans ces objectifs. La Chine s'intéresse aux technologies bas carbone, encore toutes récentes. D'autres pays commencent à les développer et les marchés s'ouvrent à l'étranger.
C'est donc une potentielle opportunité de croissance et de création d'emplois que la Chine entend bien saisir. Mais à l'époque, il n'était pas encore question de les développer à grande échelle sur son territoire. In the early years, definitely it wasn't an economic choice. You know, the earliest years of Chinese solar development, going back to 2008, 2009, 2010, there was a program called Golden Suns, and those subsidies were so very, very high. I mean, it's hard to imagine that anybody was dreaming that building solar at that time was going to help to improve the air quality. Actually, that was addressed with something different entirely, right? That was addressed primarily by imposing more strict SOx and NOx requirements on coal plants. You know, back in those days was the idea to eventually develop into a solar and wind powerhouse on an international scale to become a world leader in this technology. I think that was probably far more likely that they saw the positive returns for the money spent in the subsidies and the investment subsidies and said, all right, let's do more of that. This seems to be a good thing. Voyant les effets de ces investissements, la Chine décide d'accentuer son soutien à cette industrie. Les plans quinquennaux intègrent alors progressivement le développement des énergies renouvelables. Les subventions, mais aussi la planification politique, sont cruciales pour permettre à la Chine de se positionner dans ce secteur. Everything in China is very carefully planned. You have the 5-year plan, etc. And breaking them down, the central government to locally. So if you have very detailed development plan for the local government on, okay, let's say a wind equipment manufacturing industry is the priority for this city. They'll be prioritized, they get land faster, the production line could start much faster. So it's not only about the funding, but also to facilitate the process based on more favorable policies from government at all levels. Construisant des sites de plus en plus grands, la Chine bénéficie des effets d'échelle et commence à exporter massivement ses équipements. Elle prend alors une place importante au niveau international sur les technologies bas carbone. On a clairement vu à un moment, à la fin des années 2000, une rupture dans les capacités qui pouvaient être développées en matière de renouvelables du fait de la baisse des coûts. Et donc, la Chine, qui avait cette volonté d'aller vers cette technologie, mais a clairement à ce moment-là développé ce qu'on appelle des méga-factories de façon à faire jouer l'effet d'échelle. Ces technologies étant alors bien plus compétitives, elles deviennent intéressantes pour satisfaire les besoins en énergie de la Chine, tout en adressant le problème de la qualité de l'air. Le marché est certes important à l'extérieur, mais la demande intérieure, elle, devient significative. Sur le plan de la lutte contre le changement climatique, toutefois, la Chine reste discrète. Elle signe l'accord de Paris avec l'objectif de réduire son intensité carbone de 60 à 65% en 2030 par rapport à 2005, mais ce sont surtout les déclarations de septembre 2021 qui changent la donne. Xi Jinping annonce l'objectif d'atteindre un pic d'émissions de CO2 en 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2060. This really injects fresh momentum into more renewables deployment. Of course, at that time, China already announced a goal to increase solar and wind capacity, but by 2030, it seems now China will achieve that capacity target well ahead of time. La route est alors tracée par le pouvoir politique pour développer massivement les technologies bas carbone. La Chine doit pouvoir couvrir sa demande en énergie, qui croît chaque année. Elle fait aussi face aux défis de l'électrification, notamment pour la mobilité, ou encore pour la production d'hydrogène vert, nécessaire à la décarbonation de l'industrie. La production d'électricité doit augmenter de 130% d'ici 2060, où elle représentera 50% de la demande finale en énergie, soit le double d'aujourd'hui. Et pour cela, les énergies renouvelables sont depuis quelques années un allié de choix. Yeah, when we look at the data, we can also see, right, the annual additions of wind and solar capacity in China was not huge 15 years ago. But this gradually gathered speed. I think around 2010, during that period, where overall China's green technology manufacturing sector has developed rapidly. This has successfully brought down the costs. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, les capacités renouvelables électriques devraient être multipliées par 7 entre 2020 et 2060. Elles représenteraient alors 80% de l'énergie produite, contre environ 30% aujourd'hui. De fait, la Chine est aujourd'hui le premier producteur mondial d'énergie hydroélectrique, solaire et éolienne, et le premier investisseur mondial sur les énergies renouvelables.
758 gigawatts de capacité éolienne et solaire avaient déjà été connectés au réseau fin 2022. Et selon les projections, la Chine pourrait bien atteindre sa cible de 1200 gigawatts en 2025, soit 5 ans en avance par rapport à ses objectifs. Ces chiffres impressionnants sont le résultat de politiques industrielles ayant permis de développer une production nationale et de baisser drastiquement les coûts de production. China has been very active in incentivizing and pushing its supply chain. So China was very active both in the supply chain and on the downstream end to make sure that those costs were getting recovered and that every player in the supply chain along the way was able to make profits. The larger the industry got, the more they were able to realize those economies of scale, invest in larger facilities, larger production lines, and then at the end of that life cycle of that policy, you start lowering the feed-in tariffs and you force additional little bits of efficiency. Et pourtant, la Chine continue d'investir massivement dans le charbon. Si la part du charbon dans le mix énergétique est plutôt à la baisse, sa consommation en valeur absolue continue d'augmenter. Et surtout, de nouvelles centrales continuent de se construire. Ce sont 250 gigawatts de centrales en projet, soit un quart de la capacité déjà en exploitation. À la différence de la dynamique observée en Europe ou en Amérique du Nord, la Chine ne développe pas les énergies renouvelables pour remplacer les énergies fossiles, mais pour répondre aux besoins croissants de la population. La croissance de cette demande est telle que les installations annuelles d'éoliennes et de panneaux solaires, aussi impressionnantes soient-elles, ne suffisent pas. Alors qu'en est-il du nucléaire ? Back in, say, 2010, there were so many sites planned to be built all over China. So then what happened in 2011 was, of course, the Fukushima accident in Japan. And when that happened, China also froze all of its projects exactly as they were. And after almost 2 years of waiting and stopping and evaluating, they came back and said, okay, we're going to continue with our industry. So they said, we're going to switch everything to this new generation of technology, but also we're not willing to commit to it until we see operating first-of-a-kind reference units. And because of that, they lost quite a few years. In that time, China also developed its own indigenous third-generation technology. They finally didn't get AP1000s and domestic technology built with a reference plant ready to go until about 2020. La Chine prévoit de construire entre 8 et 10 réacteurs par an, soit une dizaine de gigawatts. Cela peut paraître beaucoup, mais c'est à mettre au regard des 1200 gigawatts de centrales à charbon en service. Les renouvelables devraient donc représenter l'outil majeur pour la décarbonation du mix chinois. Mais leur développement à très grande échelle ne représente pas uniquement un défi industriel. D'autres questions se posent, comme le développement du réseau de transport d'électricité pour l'acheminer des centres de production vers les centres de consommation. China's west are more abundant in wind and solar resources. They are less populated, while the east, where you have the load center or the manufacturing hubs, your power consumption already higher, and it's much densely populated. All of this capacity, all of this generation that's far out in the desert in Western China, it's a tremendous infrastructure siting challenge to get that power to the east. L'électricité produite par les panneaux solaires et les éoliennes étant variable, les besoins en flexibilité vont aussi s'accroître pour compenser ces variations et assurer l'adéquation de l'offre et de la demande. Flexibility is the next big challenge. China is asking its coal plants to operate more flexibly than any coal plants anywhere in the world. We see that new build coal plants in China are required to be able to ramp down to as low as 30% capacity and then ramp back up to 80, 90, 100%. You normally do not operate coal plants like that, right? So that's part of it. You've got storage, you've got batteries, you've got pumped hydro. And for a few years now, renewables have been required to install storage together with their project or book storage capacity at a third-party storage facility. There's also demand response. I don't think there's any clear answer who's going to be in the best position to actually win more of the storage market. Le pic d'émissions en 2030 est peut-être à la portée de la Chine, mais des questions se posent sur le devenir des centrales à charbon. Pour que le pays atteigne la neutralité carbone en 2060, il faudra que la plupart de ces centrales ferment, avec des centrales qui seront peut-être amenées à produire de moins en moins. Leur modèle économique devra donc être revu. Quant au remplacement des centrales à charbon par des centrales à gaz, cela ne pourrait se faire que dans des proportions minimes. The share of gas is tiny,
and coal is cheaper and more easily available. And China don't have much domestic gas production. It relies mostly on imports. So I think concerns of import dependency, especially, right, it's been so much highlighted after the war in Ukraine and European energy crisis. So the role of gas will be limited. It will increase going forward because of the coal phase out has to happen. Pour le moment, en tout cas, la Chine n'est pas encore prête à se passer de charbon. En 2022, la consommation de charbon de la Chine a fait un nouveau bond. Alors, elle a connu à la fois des inondations catastrophiques et puis une sécheresse importante qui a baissé la production hydraulique de façon très importante et une demande électrique assez importante du fait notamment de la climatisation. Traditionnellement, la Chine a installé beaucoup de centrales au charbon, donc c'est quelque chose qu'elle sait faire. Quand il y a besoin d'augmenter de façon rapide la production électrique, eh bien, on a vu se tourner l'été dernier vers le charbon. On l'a vu, la Chine a signé l'accord de Paris en 2015. Si elle a entrepris des efforts en matière de développement des technologies décarbonées, c'est avant tout pour réduire sa pollution locale, plutôt que pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. Toutefois, la Chine a une place de premier plan dans cette lutte. La Chine a quand même une position assez aussi paradoxale, parce qu'à la fois dans les négociations climatiques, elle est toujours très présente. Quand Trump a dit les États-Unis sortent de l'accord de Paris, Xi Jinping a dit nous resterons. Alors elle avait tout intérêt aussi parce que c'était ses marchés à l'export. La Chine est aujourd'hui un acteur absolument incontournable en ce qui concerne les technologies bas carbone, et ce sur la quasi-totalité de la chaîne de valeur. Sur les véhicules électriques, la Chine produit aujourd'hui 70% de la capacité mondiale en batterie pour la mobilité, et 50% des capacités de traitement et raffinage du lithium. Cette domination inquiète. Mais même si des initiatives fleurissent pour renforcer l'indépendance énergétique et technologique de certains pays, comme l'Inflation Reduction Act aux États-Unis, on voit bien à quel point la Chine est absolument essentielle dans la lutte contre le changement climatique. Mais de nombreuses questions demeurent pour l'atteinte par ce géant de la neutralité carbone. Quelles solutions pour assurer à court terme la stabilité du réseau? Quelles solutions techniques et économiques pour les centrales à charbon les plus récentes? Right, so in the short term, China's still building coal plants, of course, and will build them for at least a couple more years until I think after 2025 we'll probably see a stop to the end of new coal capacity. The coal plants that are being built are, ultra super critical, the very newest, fanciest technology. It's still coal, of course, but they do have the lowest emissions that you could hope for that class of generating unit. What China can do is it can continue to apply that technology for those newest plants to some of the older plants in the fleet and retrofit them to get them up to the same standard. Beyond that, what can be done? Of course, they're working on carbon capture. Carbon capture pilots are in place both for power sector as well as industry. But that's the big goal for China, that the coal plants that exist will be used less and less as their generation is offset by other things, ideally renewables coming into the system. The generation that remains is as efficient as possible, and then eventually the generation that remains is dealt with via carbon capture, although we're clearly not there yet, and who knows when we will be. Il serait trop tôt pour tirer des conclusions, d'autant plus que des imprévus peuvent perturber les scénarios de long terme. Par ailleurs, les récentes nouvelles concernant la croissance économique de la Chine pourraient bien freiner l'augmentation de ses besoins en énergie. Et ceci, combiné à la progression des renouvelables, pourrait faciliter l'atteinte de ces cibles climatiques. I think we might start to see China's emissions plateau before 2030. Well, one reason, a bit unfortunate, is because of slower economic growth or basically the collapse of the real estate sector. In the beginning, it was the real estate boom. The massive construction leads to huge demand for steel and for all the energy, basically coal, and that drives up emissions. But now, yes, slower economic growth and the collapse in real estate sector means that less or slower growth in energy demand and then emissions. Il était difficile de croire dans les années 2000 que les panneaux solaires allaient connaître une telle baisse des prix. De la même façon, il est difficile de prévoir quelles seront les solutions à notre disposition d'ici 2030 et au-delà. Le défi est grand, mais la Chine pourrait très bien nous surprendre.
comme elle l'a déjà fait par le passé.